Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes pour nous parler de leur parcours, leur réussite, mais aussi des freins qu'ils ont rencontrés tout au long. On recommence, ça y est, c'est bon là, on sait bien. Yalla, c'est yalla. C'est la blague. Fina wa Armand. Ça va Armand? Tu es content? ما فيها شغل عاجل ذاك النهار ان شاء الله يعز تبارك الله يصلح. اجي خرجها لي عافاك. عندك تخرجي اجي. Notre invitée aujourd'hui est une femme, une brillante femme, une femme inspirante, une femme marocaine qui a su faire ses preuves, qui a dépassé tous les freins qu'elle a pu rencontrer sur son chemin. Elle est aujourd'hui la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise marocaines. Madame Leila Doukali, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Fedwa, merci à vous. Merci à vous et merci pour ces belles paroles. On a besoin de les entendre de temps en temps. Et nous, on a vraiment besoin de femmes comme vous pour nous inspirer, la nouvelle génération d'entrepreneurs. Bien sûr. Donc, pour commencer, Madame, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de votre parcours. D'abord, on va à la rencontre de Leila, l'entrepreneuse. Leila, l'entrepreneuse qui a fait ses études en France, après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Lyautey, et puis qui est partie donc, pour 6 années de formation supérieure, et qui ne pensait qu'à une chose, c'est de revenir travailler au Maroc et faire son avenir et bâtir son avenir au Maroc. Donc, quand je suis rentrée, bien entendu, j'ai commencé avec une expérience dans le salariat. Et par la suite, je me suis rendu compte, et c'était en 96-97, écoutez, qu'il y avait une offre qui n'était pas très étoffée pour tout ce qui est habillement de la femme active. Donc déjà, à l'époque, j'étais assez inspirée par ce sujet-là. Et il faut savoir que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Donc entourée par ma mère qui travaillait, qui était pour moi, c'est une des premières femmes chefs d'entreprise au Maroc. Mon papa, que Dieu ait son âme, ma sœur aussi, qui était très très active. Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans et donc je les ai beaucoup observées. Donc après mon expérience dans le salariat et après avoir identifié un secteur d'activité, donc j'ai commencé à penser à créer mon entreprise. Et c'est dans ce sens que ma première boîte a vu le jour en 1997, d'accord, en ouvrant un espace dédié à la femme pour l'habiller de pied en cap, pour cette femme active. Je vous signale qu'en 97, il n'y avait rien du tout à l'époque au Maroc. Ouais. Vous deviez être bien jeune. Et donc voilà, j'ai commencé dans ce sens. Donc du fait que mes parents étaient dans l'entrepreneuriat aussi, ça m'a ouvert quelques portes au niveau bancaire parce que j'ai pris un crédit bancaire, parce que j'ai dû investir dans du foncier. Ce crédit bancaire, c'est vrai qu'ils m'ont ouvert les portes, mais en même temps, il fallait le rembourser. Donc ça a été tout un travail et tout un stress. Essayer de faire un peu évoluer les choses, permettre à cette femme marocaine d'être élégante, d'être bien, parce qu'on a besoin aussi d'être bien dans ce que nous portons, Ouais. pour être au meilleur de nous-mêmes aussi. Je trouve que c'est indispensable. Et donc, j'ai fait évoluer avec un grand point de vente sur Casa, et puis après un deuxième, et après sur Rabat, et après sur Marrakech. Ça, c'est en ce qui concerne mon entreprise à moi. Et avec évidemment tout ce qui était gestion des activités familiales. À l'époque, c'était dans la pêche hauturière, donc c'était plus sur Agadir et dans un métier d'homme, donc c'était assez passionnant. Et donc j'observais aussi beaucoup ma mère qui était dedans également, et dans la boulangerie-pâtisserie. D'accord. Voilà un peu en gros. Quel beau parcours, au fait, vous avez Et surtout maman de 2 enfants, parce Oui. que c'est un autre job. Ah oui. C'est une autre entreprise, oui. C'est-à-dire quand vous rentrez le soir chez vous, il y a une autre journée qui démarre. Ouais. Pour cette femme-là. C'est vrai. Et au fait, moi, la question, parce que je vois que vos yeux ils brillent en repensant un peu à votre parcours, qu'est-ce qui vous fait triper finalement en tant qu'entrepreneuse? Et c'est la prise de risque, c'est accompagner d'autres, c'est se remettre toujours en question, c'est se mettre aussi en danger, c'est de chercher à évoluer et surtout à faire évoluer les collaborateurs et collaboratrices qui sont autour de nous. Parce qu'un chef d'entreprise, il a aussi une mission. Il doit créer de la valeur ajoutée, il doit créer de l'emploi, il doit
accompagner cet écosystème qui l'entoure pour être encore meilleur et pouvoir encore investir. Donc, toutes ces personnes qui l'entourent, c'est son fonds de commerce. C'est très précieux pour un chef d'entreprise. Ouais. Et à partir du moment où on en prend conscience, voilà, mes équipes sont avec moi depuis plus de 25 ans maintenant. D'accord. Ah. Ouais, depuis l'ouverture, depuis le démarrage. Et puis, il y avait des petites pépites qui venaient faire des petits stages et qui est maintenant mon bras droit et qui a grandi, voilà. Moi, je fais une lecture d'un leadership féminin, Oui. responsable et très citoyen. Complètement. Pour vous, un moi, bon leader entrepreneur. moi, j'ai eu de la chance. Je le dis, j'ai eu une maman, j'ai eu un papa, j'ai eu une sœur qui m'ont poussée. D'accord? On est là pour partager des expériences. Depuis toute petite, j'étais autour des tables d'hommes d'affaires qui étaient réunis à la maison pour des repas et c'était automatique que j'étais intégrée. Et c'est là, en fait, où j'ai appris et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de cette générosité aussi. Et donc, ça a développé une forme de générosité aussi en moi que je veux transmettre aux gens autour de moi, aux gens qui m'accompagnent, parce que ces gens-là aussi travaillent, même s'ils ont un bon salaire, mais quand même, ils travaillent. Et ils arrivent avec le sourire. Et c'est très important pour moi tous les matins de les voir sourire. On a besoin de cette belle énergie, surtout dans des moments un peu compliqués. Et on en a eu pendant le Covid. Oui, et même après. Même après. Pendant le Covid, on était dans une bulle. Maintenant, on est face à une réalité qui est un peu difficile. Mais on reste optimiste. Alhamdoulilah. Alors, si vous deviez faire les choses autrement, qu'est-ce que vous auriez changé? Écoutez, pas grand-chose. Je pense pas que j'aurais fait les choses. Écoutez, j'ai toujours écouté mon cœur. J'ai été très instinctive. Ça, c'est une des qualités dont a besoin un chef d'entreprise. Parce qu'encore une fois, n'est pas chef d'entreprise qui veut être chef d'entreprise. Ce n'est pas simple. Le salariat, le soir, on rentre chez soi, on dort. Un chef d'entreprise, quelquefois, il ne dort pas parce qu'il a des engagements le lendemain qu'il doit respecter. Donc, il y a aussi des avantages et il y a aussi des inconvénients. Donc, il y a l'instinct aussi qui est très important et j'ai toujours écouté mon instinct. Évidemment que j'ai fait des erreurs, mais c'est de ça que j'ai appris. Il faut faire des erreurs. Il faut tomber pour mieux se relever. Et j'avais toujours autour de moi des gens qui m'ont aidé à me relever parce que je les ai aussi aidés. Ouais. Vous savez, c'est un cercle. On s'accompagne, on se tient par la main et on avance surtout. On avance. Au fait, ça me fait un peu penser, justement, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait vos études en France et après vous êtes rentré. En discutant tout à l'heure, vous m'avez dit, nous sommes une génération qui pensait automatiquement à rentrer après avoir fait ses études. Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas face à la même génération. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Écoutez, le Maroc, regardez juste l'exemple de la Coupe du Monde. Vous imaginez cette communion de tout un pays face à une équipe qui nous a rendus fiers. Et j'aimerais dire à cette jeunesse de croire en son pays, qui est le Maroc, d'en être fier. On est très enviés. On a une position géographique incroyable. On est aux portes de l'Europe et de l'Afrique. On a des projets en route. On a une vocation industrielle. Et du fait de ce positionnement, nous avons des ports, celui de Dakhla qui va ouvrir, celui de Nador, donc on va être ouvert sur tout ce qui est transport et sur le monde. Donc il y a un potentiel énorme et le Maroc a besoin de cette jeunesse-là. Je suis triste parce que j'entends quelquefois, et on le voit, il y a des secteurs qui sont dans la médecine, dans l'ingénierie, où il y a un véritable manque dans les pays comme le Canada, l'Europe, etc. Et on vient chercher nos ressources parce que peut-être ils offrent d'autres choses, d'autres avantages. Quelqu'un qui veut construire sa famille, c'est vrai que c'est plus avantageux pour lui à l'extérieur. On lui donne plus d'avantages. Mais en même temps, c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on est marocain? On est fier de l'être. Et on doit être à l'image de ce qu'on a vu à travers notre équipe nationale. C'est-à-dire fatigué, on s'est battu, blessé. On s'est battu parce qu'on y croyait. Et j'aimerais que cette jeunesse aussi continue. C'est vrai à y croire. C'est vrai que c'est facile à dire.
Mais je vous assure qu'on a un gouvernement qui fait de son mieux, qui est mobilisé au quotidien pour améliorer et donner plus envie à cette jeunesse de rester ici et de rentrer ici. Et puis surtout, maintenant, on a un système. À l'époque, nous, on n'avait pas autant de choix d'école supérieure. On avait notre bac et après, il fallait étudier. On avait les universités publiques, etc. Maintenant, on a beaucoup plus le choix. Donc, ils sont déjà dans le système actuel et peut-être qu'ils n'iront pas. J'ai un peu peur pour les ingénieurs et les médecins et les infirmiers. Voilà. Ah, vous avez parlé de Maroc, ça me pousse à vous poser une question. Est-ce que finalement le Maroc est un pays pour entreprendre? Oui, bien sûr que c'est un pays pour entreprendre. C'est un pays qui bouillonne. C'est un pays qui a une jeunesse intelligente, résiliente, brillante. Je ne veux pas qu'elle aille ailleurs. Je ne veux pas qu'on la laisse partir. Je vous ai dit, il y a plein de chantiers, vraiment plein de chantiers actuellement. Regardez juste quand je vois que j'ai fait, merci pour la visite du MP6. Voilà, ça donne envie. On est aux normes, même au-delà des normes Des standards internationales, internationaux, ouais. des standards. Donc, bien sûr qu'on va entreprendre. On a un nouveau modèle de développement, on a des engagements, on a des chiffres que nous devons respecter. Et évidemment, voilà, ça me permet de passer au sujet. C'est celui de on ne peut pas atteindre ces objectifs de développement, de croissance au Maroc si nous n'intégrons pas la femme marocaine. Justement, j'allais venir. Et la Voilà, place donc de la femme dans tout ça? Ben écoutez, la place de la femme marocaine, elle n'est pas au niveau, Souhaité. à son juste niveau. Nous avons un taux de création d'entreprise qui est bien bas, qui est encore baissé par rapport à 2015. Nous avons un taux d'employabilité qui n'est pas énorme. On est à peu près à 20%, à savoir qu'il y a 10 ans, nous étions à peu près à 25%, donc on est en recul. Mhm. Et paradoxalement, nous avons plus de la moitié des bancs d'université qui sont occupés par des jeunes filles qui sortent brillantes. Et je me dis que si elles ont pris des transports, et politique de transport chez nous est à revoir. Ouais. On pris peut-être des prêts auprès de la famille pour pouvoir Faire les payer études. ses études supérieures. Bref, elle a galéré pour, à 25 ans, ne plus la retrouver dans le monde du travail. Mhm. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons que moi j'ai pu identifier juste en questionnant des femmes et en côtoyant des femmes de près. Bon, évidemment, il y a Alors, on parle beaucoup de l'accès au financement. Donc moi, au niveau de l'association que je préside, on parle d'accès au financement. Effectivement, je me dis, bon, je vais aller trouver une banque partenaire, c'est ce que j'ai fait, et identifier des personnes ressources qui vont pouvoir accompagner cette porteuse de projet ou cette femme qui est déjà chef d'entreprise et qui veut chercher la croissance, à l'accompagner dans ce sens. Parce que pousser la porte d'une banque, c'est pas toujours très simple. Ouais. Donc, on a essayé de trouver une solution à ça et en sensibilisant aussi les banques. Quand on prend la parole dans ce genre de cas et qu'on peut dire, la femme chef d'entreprise, c'est généralement démarre par une TPE. C'est tout petit au départ parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires ou elle n'a pas le temps de pouvoir penser plus grand parce qu'elle est aussi responsable d'enfants et d'une famille. Ça, si vous voulez bien, on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est des TPE. Alors, les TPE au Maroc, chez nous, sont hébergées dans des agences bancaires à vocation particulière. Mhm. Donc, particulier, ce n'est pas la même chose qu'un chef d'entreprise. Donc, généralement, quand elle a l'audace et le courage de pousser la porte d'une banque, elle n'a pas toujours l'interface qu'il lui faut pour la guider, pour la rassurer ou l'orienter ou la conseiller. Ça fait qu'elle repart, généralement, bredouille, et après, ça y est, elle abandonne. C'est terminé parce que déjà, le premier pas qu'elle a fait, c'est déjà énorme pour elle. Mhm. Donc, il faut vraiment une prise en charge efficace Mhm. pour ne pas laisser cette jeune femme s'en aller voilà, et l'aider vraiment à bâtir et à croître. D'accord. Donc déjà, par rapport à tout ce qui est financement. Le deuxième point, évidemment, c'est l'inégalité dans les responsabilités familiales. C'est le poids de notre société patriarcale. C'est nos traditions, notre culture. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, à partir de 28 ans, on commence à s'inquiéter parce que Elle doit se marier. Et puis voilà. Bon, ça suit son cours, effectivement. Et puis après, elle se marie. Et il y a la responsabilité des enfants.
Et après, il y a la responsabilité des enfants. Il faut pouvoir les placer après en crèche. On a une politique de crèche qui n'est pas très, Très au point. très au point, très efficace. Donc voilà, le tout fait que ben, on est aussi en recul. Mhm. Et il y a aussi beaucoup de travail qui se passe dans l'informel. C'est-à-dire que cette femme marocaine veut son autonomie, veut son indépendance, mais de par ses responsabilités, parce que, en fait, pour moi, c'est une chef d'entreprise, sauf qu'elle n'est pas rémunérée, parce qu'elle Mhm. gère sa maison, ses enfants, elle gère un budget, elle gère plein de choses, les transports, tout, tout, tout. Comment terminer, comment programmer, comment faire, comment être efficace toute la journée. Sauf que c'est un job qui n'est pas rémunéré. Et donc, suite à cela, elle préfère rester à la maison. Et voilà, et on perd ces femmes-là. Et quand elles restent à la maison, elles font des choses à la maison qui vont être générateurs de De revenus, revenus. mais qui ne sont pas identifiables et qui sont pas traçables, malheureusement. Ah, Et elle reste à son petit niveau, voilà. Et alors qu'elle a le potentiel, potentiel. mais incroyable de faire des choses mais, magnifiques. Est-ce qu'on ne fait pas circuler quelque part une fausse image, dans le sens où la plupart des femmes inspirantes et qui ont fait un beau parcours au Maroc, on voit des ministres, on voit l'ancienne présidente de la CGM, on vous voit, vous êtes des femmes mariées, vous avez des enfants, vous arrivez justement à lier entre ces deux jobs, ces deux casquettes. Et est-ce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation par rapport à ça? Par rapport aux jeunes femmes? Écoutez, je pense que pour nous, les personnes que vous venez de citer, c'est quand même, très, très honnêtement, c'est un peu plus simple parce qu'elles ont peut-être, elles peuvent avoir de l'aide à la maison pour Mhm. pouvoir les aider à aller au bout de leurs rêves et de leur permettre d'être un peu plus indépendantes et être plus maîtresses de leur temps. Beaucoup de femmes ne sont pas dans ce cas de figure. Mhm. Donc on a beau, c'est tout un système qu'il faut mettre en place et une vraie réflexion. Euh, c'est vrai que nous, on essaye d'inspirer, enfin, euh, c'est beau comme nom, mais inspirer, donner envie à l'autre d'oser, de rêver, parce que c'est pas simple, même si on a eu des facilités, ça n'a Facile. pas été easy. Ouais. Donc, et j'encourage, en fait, et on fait un travail au niveau de l'association pour qu'on voit divers profils de femmes. Mhm. Et ce que j'ai un projet pour 2023, c'est donner la parole à ces femmes-là, mais toutes sortes, et à travers toutes les régions du Maroc. Mhm. Parce qu'on a tendance à identifier la femme, là, vous parlez de femmes sur le tronçon Casaraba. Mhm. Mais il faut aller voir ailleurs ce qui se passe aussi. Ouais. Le Maroc est vaste et le Maroc est riche de ces régions et de ces femmes dans les régions. Donc, il faut aller aussi leur donner la parole à ces femmes-là et qu'elles osent aussi parler. Parce qu'on a toujours eu peur du jugement. Donc, on est un peu plus timide. Vous savez, la première fois que je me suis retrouvée face à une caméra, ça n'a pas été simple, hein. Donc, il faut oser, il faut les accompagner, il faut la prendre par la main, il faut les former. Parce qu'on ne vient pas et on se lance comme ça. Mais voilà, il faut qu'on les voie. Il faut qu'elles donnent envie aux autres. Ça me fait penser justement à quelque chose qu'on se disait tout à l'heure et qu'on a aujourd'hui dans le studio. Moi aussi, c'était très dur la première fois, mais j'ai été accompagnée par des hommes qui m'ont aidée, qui m'ont facilité la tâche derrière cette caméra. Donc peut-être que c'est aussi ça, que l'homme devrait faire un effort. Mais attendez, Je suis c'est sûre. pas un effort. Moi, il y a quelque chose que je dis souvent. Nous, on a des membres au niveau de l'association, on a des membres sympathisants qui sont des hommes, qui accompagnent cette cause féminine, qui sont pères de petites filles, qui ont envie de voir leurs filles grandir et s'émanciper et gagner leur vie, ne plus être dépendantes d'un mari. Vous voyez ce que je veux Mhm. dire? Moi, au contraire, on ne peut pas construire sans l'homme, comme l'homme ne pourra pas construire sans la femme. Mhm. Et c'est ensemble qu'on pourra avancer. Et c'est pas l'un contre l'autre. Mais c'est l'inclusion des deux dans le Ah, même. c'est cette énergie et cette synergie qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais le problème, c'est que, voilà, on a encore des mentalités et il faut travailler sur les éducations aussi. J'ai un garçon, je l'éduque aussi dans ce sens. Mhm. Je suis désolée, on doit faire maintenant de nos jours, la femme travaille comme l'homme, on doit partager les responsabilités familiales, puisqu'elle partage les frais et les dépenses du ménage. Ouais. Je suis désolée. Mhm. Voilà, si elle rentre le soir fatiguée, qu'elle ne peut pas préparer à dîner, c'est pas la fin du monde.
Clairement. Ben, en tout cas, j'espère que ce ne serait pas la fin du monde à cause de ça. Ah, ben si, Il y a des foyers dans lesquels beaucoup, ça se passe comme ça. beaucoup. Alors, vous parliez d'éducation, et bien sûr, je ne peux pas passer à côté du sujet, surtout qu'on est au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui fait justement beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat en général, mais aussi beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat féminin. Alors, je reviendrai sur un point très important, puisque, bon, je vous ai vu, moi, je suis très fan, donc, et je pense que ça se voit, mais vous avez beaucoup parlé de votre mère. Et au fait, je voudrais connaître la place du mentor dans la vie d'un entrepreneur. Votre premier mentor, c'est votre mère et puis votre père aussi. Ouais. Et donc, la place du mentor. Elle est incontournable, elle est indispensable. Encore une fois, parce que nous évoluons dans une société patriarcale, donc toujours à demander l'avis de l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui doit donner son avis, un homme généralement, un père, un frère, un oncle, toujours sur la femme, on est bien d'accord. Donc le mentor va rassurer cette femme-là qui veut aller de l'avant, qui veut prendre des risques. Et c'est vraiment l'entrepreneuriat pour la femme. C'est un parcours du combattant. Il faut vraiment qu'elle le veuille. Et donc, la femme est là au quotidien pour l'accompagner. Et donc, le mentor, c'est quelqu'un qui va écouter, c'est quelqu'un qui ne va pas juger, c'est quelqu'un qui va cadrer, c'est quelqu'un qui va te pousser dans tes retranchements, c'est quelqu'un qui va te critiquer pour essayer d'obtenir le meilleur de toi. Et surtout, qui va t'aider à être meilleur. D'accord? Mais qui ne va pas te ménager. Oui. D'accord? Qui va te prendre par la main. Et à un moment ou à un autre, il va devoir te lâcher. Mais pour pouvoir te lâcher et pour que tu ne tombes pas, il faut qu'il soit sincère et qu'il te pousse vers ce qu'il y a de meilleur en toi. Et qu'il aille chercher ce qu'il y a de meilleur en toi. Donc, pour revenir à ma mère, ça n'a pas été simple aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'était avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup d'exigence. J'imagine. Voilà. Surtout qu'elle était une des premières femmes entrepreneurs. Donc Complètement. Pour elle, Et ça n'a pas été simple pour elle. Ça n'a pas été simple tous les matins. Elle a commencé en 62. Et donc, c'était quelqu'un qui prenait le bus pour aller ouvrir la première pâtisserie-boulangerie. Et voilà. Tout ça parce qu'il y avait des dettes, toujours la même histoire, et que pour diminuer, pour payer, baisser la charge des charges de personnel, elle allait travailler elle-même, etc., etc. Donc voilà, on le voit, on le vit, et voilà, elle était toujours très bienveillante avec son personnel, vraiment. Et je le voyais, j'étais toute petite, j'étais toujours dans ses jupons, je courais à droite, à gauche, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas grand-chose à faire, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Elle n'avait pas où me laisser, donc j'étais avec elle. On avait la vie quand même. On avait la vie. Oui, comparé à cette jeunesse, à nos enfants, enfin aujourd'hui, on ne les voit même plus, ils sont derrière leur téléphone, etc. Donc nous, avant, on n'avait rien. Donc on était avec nos mamans et on observait. Et c'était pas plus mal. Ouais. Et je reviens sur un chiffre que je ne connaissais pas, c'est dans une de vos interviews que vous en avez parlé, les 42% d'ingénieurs femmes, un taux très élevé par rapport aux... C'est le plus haut au monde. C'est le plus haut au monde. Oui, contre 28 dans le monde. Et donc Et les Marocains. Et on en perd. Ah ben, elles ne sont pas là. On va nous les prendre, on va nous les emmener à l'étranger probablement parce que j'entends beaucoup, on vient chercher, on met un tapis rouge. Et ça, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Et puis, lier la femme ingénieure à l'entrepreneuriat, oui, c'est une chose, à condition qu'au niveau de tout le process d'éducation supérieure, il faudrait peut-être mettre des messages subliminaux, sinon plus, de management, des choses comme ça, qui vont peut-être développer. Parce que c'est vrai qu'un ingénieur, c'est très technique, c'est dans sa bulle, c'est des calculs. Après, il ne voit pas plus loin, c'est-à-dire il ne voit pas l'entrepreneuriat. Alors que voilà, on peut, à travers maintenant des Fab Labs qui sont en train de se développer de plus en plus au Maroc, accompagner des jeunes entrepreneurs à créer des projets. Et puis, on a une politique aussi industrielle et on a un gouvernement derrière qui pousse ce genre d'initiative. Justement, je voulais revenir sur le système éducatif. Des attentes particulières ou quelques propositions éventuellement pour encourager encore plus. Aujourd'hui, on en fait. Enfin, on en fait. Moi, j'en vois ici à l'université, peut-être dans d'autres universités. Oui, mais enfin,
pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Oui. Oui, le système d'éducation fait partie c'est un maillon de la chaîne, mais un Mhm. tout petit maillon de la chaîne. Après, il faut que la femme ait envie et qu'elle ait le temps et qu'elle ait la possibilité aussi de s'émanciper. Et pour ça, il faut l'écouter, il faut la coacher, il faut l'accompagner. La femme est là et je le dis tous les jours. Je suis contactée par des jeunes femmes sur LinkedIn. J'ai accompagné une autre femme sur Khribga qui voulait faire un métier d'homme. Moi, c'est ces femmes-là, moi, qui me passionnent. C'est ces gens-là à qui je réponds, voilà, que j'accompagne, que j'invite à venir, que je mets en connexion avec la banque. Voilà, c'est cette femme-là, parce que je sais que cette femme-là va, dans sa ville de Khribga, elle va donner envie peut-être à d'autres femmes. Voilà, c'est l'exemplarité qui va... Alors, j'allais parler de la femme, mais juste avant, est-ce qu'on ne fait pas porter à la société civile plus de responsabilités que ce qu'il faut sur ce genre de sujet? L'éducation, la femme, etc. Parce qu'aujourd'hui, C'est dur. Oui, c'est pas... aujourd'hui, on attend tout de la Elle- société civile. Oui, c'est-à-dire qu'elle est partenaire. Il faut que la société civile soit assez intelligente et fasse en sorte, parce que pour travailler avec les membres du gouvernement actuel, qui sont moi mes ministères de tutelle, qui sont celui de l'industrie, du commerce, celui de la TPE et de l'inclusion, ça fonctionne très bien parce que nous avons un contact, parce que nous parlons le même langage et nous avons les mêmes objectifs. Donc, en fait, c'est un travail de win-win. Mhm. Et tout ce que je leur demande, c'est, s'il vous plaît, ne nous sortez pas des programmes du jour au lendemain en nous disant, voilà, nous avons décidé, nous, au sein d'une institution, que nous allons lancer ce programme, merci de l'appliquer, mais plutôt, nous connaissons le terrain, concertation autour d'une table et construisons des programmes impactants. Ouais. Parce que la société civile, c'est quoi? Elle maîtrise la différence, elle maîtrise le terrain. Mhm. Après, c'est vrai que c'est dur, l'engagement, c'est du bénévolat, c'est plein de choses. Donc, il faut vraiment être motivé de l'intérieur. Ouais. Vraiment. Il faut avoir cet esprit très militant. Ah, complètement. Moi, de les manières, je suis un bébé à FEM. Donc, voilà, en 2000, j'ai commencé, j'ai intégré la FEM en 2000, donc juste à la création de l'association. Et donc, j'avais des mentors incroyables, impressionnants, ces grandes dames, les grandes dames de l'époque, chefs d'entreprise. Et c'est une très, très belle école. C'est une belle... Justement, en parlant de la femme, peut-être que nos jeunes ne connaissent pas vraiment. Et qu'est-ce que la femme? Alors, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, qui a été créée le 28 septembre 2000, à l'initiative d'un petit groupement de femmes influentes, mais pas toujours visibles, sous l'impulsion de la nouvelle volonté de Sa Majesté, Ouais. que Dieu l'assiste, Que Dieu l'assiste. voilà, qui voulait donner une place bien particulière et juste à la femme marocaine. Et donc, sous cette impulsion-là, et aussi avec la volonté, est née la FEM, qui est l'institution de référence de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. L'objectif étant, c'est d'aider et d'encourager à la création d'entreprises par la femme. Mhm. Donc la FEM, c'est elle qui a créé le premier incubateur avec Paris Pionnière en 2004-2005, a accompagné beaucoup de femmes, a formé beaucoup de femmes. Les choses étaient beaucoup plus simples. On avait de meilleurs chiffres à l'époque, mais D'accord. les choses ont beaucoup régressé. Se sont dégradés. Ouais. Malheureusement, elles se sont beaucoup... Ouais, on est revenu en arrière depuis 2015 et on a du mal quand même parce que il faut savoir que pendant le Covid, évidemment, on n'est pas venu arranger les choses. Le Covid a impacté beaucoup de secteurs d'activité, notamment ceux du commerce et des services, secteur de prédilection des femmes. Donc voilà, ça a été très compliqué. Donc la FEM maintenant, c'est les porteuses de projets. Vous avez une idée, nous allons développer un incubateur sur Casablanca. Il y en a d'autres d'ailleurs sur Rabat et Tanger, prochain à Marrakech. Dakhla, on y travaille. L'Oriental y travaille aussi. Nous allons bientôt ouvrir Guilmim. Donc pour donner un peu une vision 360, savoir où est-ce que nous sommes. Et c'est surtout celle qui est déjà chef d'entreprise, mais qui cherche la croissance. Mhm. Parce que nous avons des femmes, en moyenne, la femme marocaine, la femme chef d'entreprise, le chiffre d'affaires est aux environs de 3 millions de dirhams. D'accord. Et elle emploie entre 2 et 4 personnes. Et elle est dans sa zone de confort. Ah. Et je le dis, je le répète, cette femme-là a le potentiel. Elle peut aller plus loin. Il suffit de l'accompagner. Il suffit de l'accompagner, il suffit de l'encourager. Et puis à travers notre communauté AFEM, ça crée aussi du business.
C'est ça aussi la femme. On donne, mais on reçoit aussi. Donc, c'est permettre à cette femme-là d'avoir de la visibilité, d'être portée, de raconter son histoire, d'échanger, Elle a besoin de parler. Elle a besoin de ce moment voilà, de se défouler, en fait. Les projets futurs de la femme, alors? Alors, les projets futurs de la femme, pour l'instant, il y en a 3. Il y a le projet de l'incubateur, mais l'incubateur estampillé AFEM, qui va essayer de prendre en considération tous les freins qui sont liés à la création d'entreprise, à notre petit niveau, parce que voilà, on est une association, mais on a beaucoup, beaucoup d'ambition pour cette femme marocaine. Donc, on fera les choses, et évidemment, en nous appuyant sur nos représentations régionales. Donc, ça, c'est le programme Impulse que nous allons bientôt lancer. Nous avons le programme She Green. Donc, tout ça, c'est des appellations AFEM. She Green, c'est la sensibilisation à tout ce qui est green tech et les nouvelles technologies, l'économie verte. Parce que nous devons aller vers ça. Eh ben, il y a beaucoup à faire avec l'UMCSP Ben Gurer, alors. Oui, tout à fait. On est vraiment dans le bel endroit qu'il faut. Et le troisième point, ça va être la 13e région, que moi j'appelle 13e région. C'est aller voir ces femmes chefs d'entreprise marocaines qui sont dans le monde entier, présentes dans le monde entier. Aller à leur rencontre, leur dire que nous sommes là. Et de par leurs activités là-bas, savoir dans quelle mesure elles peuvent aussi avoir une activité au Maroc. Voilà un peu les 3 gros... Et puis oui, un 4e point, une initiative sociale, avec une association, avec un ministère, pour accompagner des jeunes en situation de handicap, à intégrer, à leur trouver du boulot. Magnifique. Avec la FEM, ouais. Bah écoutez, on a voilà un peu les 4 grands axes pour les prochaines années. Qui vont se rajouter aux belles réalisations que la FEM a déjà faites. Ouais, maintenant il faut se mettre au boulot. Ouais. Maintenant il faut de l'action, il faut aller chercher cette femme. J'ai envie de dire, on croise les doigts, mais on en a besoin pour travailler, donc on ne va pas croiser, on va aller travailler avec. Exact. Alors, vous avez commencé en tant que militante parce que vous avez été chercher d'abord les habits qui vont faire que la femme va être bien. Donc, en fait, vous avez toujours accompagné la femme. Ouais. Et en tant que militante, j'ai cru en la femme. Je crois en la femme. Quel héritage vous souhaitez laisser aux femmes entrepreneuses ou actives ou même non? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de Leïla Doukali? Qu'elles comprennent que quand je leur dis dans les yeux qu'elles sont belles, qu'elles ont un potentiel incroyable, que notre Maroc ne sera pas le Maroc que nous voulons si elles ne sont pas engagées. Je veux juste qu'elles croient en ce que je suis en train de dire et qu'elles avancent. Voilà. Et qu'on est là, encore une fois, pour les aider aussi à avancer. Voilà ce que j'aimerais vraiment garder. Et aussi qu'on... y a pas de, c'est pas de la reconnaissance. Moi, ma reconnaissance et mon kiff, comme on dit, c'est quand je vois une femme réussir. Quand je vois ce aide de Khribka qui a ouvert son atelier, qui me dit merci madame, voilà, mon atelier a ouvert. C'est bon, quoi. Ça y est. C'est une fierté. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça me donne encore envie de plus accompagner. Voilà. Vraiment, la femme est là pour soutenir cette femme. Et c'est pas du cinéma. Super. Voilà. Notre épisode arrive à sa fin. Merci beaucoup, Ftoua. Merci beaucoup pour ce moment plein d'authenticité. Merci à vous. Ouais. Plein de très belle énergie. Ouais. Je pense que toutes les personnes ici avec moi au studio ont ressenti ça. Moi, en tout cas, j'ai tout pris. Écoutez, moi, j'ai été sincère. Je vais faire encore plus de réalisations grâce à vous. et j'ai hâte justement de venir faire partie de la femme parce que bon, à ce stade, c'est pas encore fait. Mais avec beaucoup d'engagement par contre. Donc voilà, parce que c'est ça ce qui est demandé. Ouais. Exact. Quand on a reçu, on n'a pas de mal à donner. Voilà. Merci. Merci à vous. À très vite. À très vite. Merci. On recommence là? Mais non, pas du tout. Mais ça va pas. Là, la Madame Doukali, j'ai beaucoup le MCSP de Rennes chez conférence. C'est un petit gift juste de YouFounder. Merci beaucoup. Merci.